Honnêtement, je ne pensais pas faire cette deuxième vidéo de débunkage sur le travail ou la présentation du professeur Xavier Chrétier qui se présente comme professeur des universités et grand sociologue, spécialiste des mouvements terroristes. Il revient à plusieurs reprises sur l'ETA. Alors peut-être revenir 2 minutes sur qui je suis, parce que je considère que c'est toujours très important de préciser d'où l'on parle, surtout quand on parle de ces sujets qui sont des sujets évidemment d'actualité, mais aussi possiblement assez polémiques. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'islam, mais alors absolument pas, puisque à la base, j'ai plutôt fait ma thèse sur le phénomène de violence politique en Corse, Pays Basque espagnol, donc ça n'avait rien à voir. Mais par contre, ça fait en effet une trentaine d'années que je travaille sur les mécanismes d'engagement violent. Je me considère comme étant un sociologue de l'action collective ou sociologue des mouvements sociaux. La mouvance nationaliste en Corse, une mouvance basque, etc. Donc j'ai, si vous voulez, utilisé la boîte à outils du sociologue des mobilisations et de l'action collective pour comprendre une autre forme d'action collective violente, qui était le djihadisme. Alors c'est aussi très bien de dire d'où l'on parle, c'est très bien de se présenter, mais ici ça ressemble quand même singulièrement à une forme d'argument d'autorité du sociologue, du professeur des universités, qui a 30 ans d'expérience dans l'étude des mouvements politiques violents et qui vous laisse entendre que donc ce qui va suivre est le fruit d'un travail évalué par les pairs, académiquement reconnu, discuté, disséqué, et que ce qui est retranscrit est donc valable et utilisable par le public érudit qui va le recevoir. Malheureusement, ça ne l'est pas. Et sur un sujet pour lequel je ne suis pas spécialiste, mais dont il s'avère, en me fondant exclusivement sur son intervention dans une conférence universitaire, qu'il ne l'est pas non plus, à mon grand désarroi, et aussi compte tenu d'un sujet aussi important. Et donc avec mes maigres ressources d'historien, spécialiste d'un tout petit sujet parmi les sciences humaines et sociales, je vais vous montrer qu'il y a environ 15 points qui posent énormément de problèmes sur 40 minutes d'intervention dans un contexte universitaire. L'idée, c'est de proposer donc une analyse un petit peu prosopographique du djihadisme français. Et dès lors, il manquait une analyse un petit peu quantitative. Il manquait des chiffres, des données fortes, et je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans la sociologie politique qui s'intéresse à cette question-là. Alors c'est très bien de vouloir faire de la prosopographie, même si on ne voit pas ce qui dans ce travail ressemblerait à de la prosopographie. En outre, c'est très bien de vouloir effectivement avoir des données. On ne sait pas si le reste de la sociologie politique, comme il le prétend, ne s'y intéresse pas, mais c'est très bien, c'est très important d'avoir des données quantitatives pour pouvoir dégager des tendances et comprendre des phénomènes sociaux. Malheureusement, c'est précisément sur le traitement de ces données, parfois sur leur collecte, et essentiellement sur leur traitement, et donc leur présentation, et exclusivement sur ce problème que je vais ici m'attarder. Alors, il se trouve que j'ai été mettre des commentaires sous la publication de cette vidéo sur YouTube. Et que, pour une raison qui m'échappe, l'université ou le département ou l'informaticien en charge de ce travail a considéré que ces commentaires n'étaient pas pertinents et les a supprimés, ce qui me semble un problème par rapport à la discussion scientifique, académique, universitaire qui devrait avoir lieu sur ce type de rapport dans un contexte de conférence académique, universitaire. Je suis donc contraint de faire cette réponse par YouTube. J'ai en particulier, donc ça a été dit, fait un rapport avec mon camarade Romain XVI et Bilal Haïmine en 2017 sur les phénomènes de radicalisation via des entretiens en prison avec des djihadistes incarcérés. Il se trouve que je suis également membre du COSFRAD, qui est le comité scientifique de prévention de la radicalisation qui est rattaché au Premier ministre. Ceci explique peut-être cela. À ce titre, j'ai siégé avec l'ancien directeur de la mission de lutte contre la radicalité violente. En France, vous avez actuellement 384 hommes TIS, terroristes islamistes, incarcérés, 70 femmes TIS, et vous avez un peu plus de 650, ce qu'on appelle des DCSR, des droits communs suspectés de radicalisation. Ce sont des gens qui sont poursuivis pour une infraction de droit commun, mais dont on soupçonne qu'ils soient proches de la mouvance djihadiste, ou en tout cas sensibilisés à la question djihadiste. Et à cela se rajoute même un peu plus de 300 TIS hors écrou. Il faut bien avoir ces chiffres en tête. Il faut bien voir qu'en France,
on a un problème qui est un problème de masse, hein, et que c'est se pose en question de masse. Hein, pour vous donner des éléments de comparaison, si on prend des pays comme la Suède ou les Pays-Bas, ça se compte en quelques dizaines. Hein, et je crois même qu'aux Pays-Bas, c'est moins d'une dizaine. Donc, on n'est pas du tout à la même échelle. On a plus de 1 millier de personnes en France qui sont soupçonnées d'avoir des sympathies djihadistes, en tout cas salafistes prononcées, salafo-djihadistes, et qui sont à ce titre surveillés. Alors d'emblée, il nous dit qu'on a un problème de masse. Pourtant, il nous parle donc d'un échantillon de 454 personnes incarcérées pour faits de terrorisme, 650 droits communs suspectés d'accointance avec le mouvement djihadiste, et 300 personnes qui sont suspectées mais non incarcérées. Donc pour un total d'un peu moins de 1500 personnes. Il nous dit donc 1 millier de personnes sont soupçonnées. Soupçonnées. Alors il ne nous dit pas sur combien d'années court son enquête, mais à d'autres moments de la conférence, il exprime le fait qu'ils enquêtent depuis au moins avant 2015. Donc on est sur un échantillon de 1500 personnes sur 7 ou 8 ans. Et il compare ça donc, et même en admettant qu'on soit sur une seule année, à un total de 70 000 personnes incarcérées, en sachant que seul un tiers des gens qu'il a interrogés sont en prison pour faits de terrorisme. En sachant que seuls les 3/4 des personnes interrogées sont en prison. Donc on est sur un échantillon d'environ 1000 personnes en prison, comme il le dit, 1 millier de personnes, par rapport à 70 000 prisonniers sur une année. Étendu à 6 ans entre 2015 et 2021 au plus court, on est face à une population de plusieurs centaines de milliers de prisonniers. Qu'est-ce que représente 1 millier de personnes par rapport à Obama 100 000 personnes? On est autour de 1%, on est peut-être à 0,5% en réalité. Mais le grand sociologue ne nous donne pas cet élément de comparaison pourtant essentiel. Aucun chiffre ne se donne et ne permet de conclusion sans être proportionné à un ensemble. Ça me semble élémentaire. Et c'est ce qu'on enseigne aux élèves au collège. Et puis, le deuxième élément, qui est d'autant plus choquant, c'est de comparer avec d'autres systèmes policiers, judiciaires et pénaux. Le système suédois et le système des Pays-Bas. Or, il se trouve qu'on est face à des chiffres qui sont liés, pour les 2/3, à de la suspicion de terrorisme. 300 étant non incarcérés, 650 étant des droits communs suspectés, sur un peu moins de 1500. Donc on est face à des critères qui sont forcément hétérogènes entre les cultures policières des différents pays en fonction des contextes politiques et des contextes de réaction liés au terrorisme djihadiste. S'il n'y a qu'une dizaine de personnes aux Pays-Bas, une centaine en Suède, c'est simplement lié à des critères externes. Ça n'est pas lié. Et de toute façon, cette proportion n'a pas de sens puisque aux Pays-Bas et en Suède, on a moins de 15 millions d'habitants dans les deux cas. Donc on a 5 fois moins d'habitants qu'en France. Donc la proportion n'est pas précisée non plus, ce qui impliquerait qu'en fait la Suède n'est pas très différente et que les Pays-Bas, certes, le sont, mais encore faudrait-il donner cette proportion. Mais surtout, on ne prend pas du tout en compte l'hétérogénéité des systèmes de suspicion policière, de sévérité judiciaire, le rapport à la liberté d'expression, la criminalisation de l'idéologie, la confusion entre idéologie et criminalité, la paranoïa policière, la susceptibilité, les logiques éventuellement de racisme structurel qui sont hétérogènes entre ces différents régimes politiques, policiers, judiciaires, pénaux. Donc ça revient à comparer des carottes et de la ciboulette en disant qu'un kilo de ciboulette ramené de chez le marché représente une grande masse parmi les 200 kilos et d'autres herbes variées qu'il y avait chez le marchand. Donc, je rappelle que les sciences humaines et sociales, et je suppose la sociologie, ça commence par proportionner les chiffres par rapport aux critères et aux ensembles. On a d'abord établi une cartographie, que vous avez sous les yeux, une cartographie des lieux de résidence des individus avant interpellation. Je ne sais pas s'il faut en tirer automatiquement des conclusions définitives, mais très clairement, on voit une prédominance des quartiers populaires, en particulier la région parisienne, le nord de la France, le bassin rhodanien, la région PACA et la région toulousaine. Prédominance des quartiers populaires, pas toujours proportionnée. On le voit par exemple avec une ville comme Marseille, qui a à peu près autant de djihadistes, voire un peu moins que Strasbourg ou que Nice, pour une population 3 fois plus importante et dont la sociologie montre qu'elle est quand même peut-être beaucoup plus, en tout cas que Strasbourg, d'origine immigrée maghrébine. Alors cette carte qui représente les villes, et puis il y a une carte départementale qui suit, elle est absolument non significative. Aucun géographe et aucun chercheur
enseignant du secondaire, professeur des écoles, ne peut utiliser ça devant ses élèves pour transmettre une information. Tout simplement parce qu'elle ne tient pas compte de la population générale de chaque ville ou département. Donc la seule chose qu'elle montre, c'est que les grandes villes et les départements peuplés ont beaucoup de terroristes et beaucoup de djihadistes. Et du coup, évidemment, lui, il a le détail des informations et il nous dit qu'il y a des différences significatives, des tendances avec des villes plus ou moins impactées. Mais la carte qu'il présente à l'appui de sa démonstration ne l'exprime pas. Donc on est obligé de se fonder sur notre propre connaissance de géographie urbaine ou de se fier à lui pour savoir s'il y a effectivement des exceptions, des tendances, etc. Par ailleurs, en outre, le critère retenu avant interpellation suggère qu'on est face à des quantités qui reposent non pas sur des critères un tant soit peu objectifs, c'est-à-dire ceux issus des condamnations pénales en justice, mais bien des différentes méthodologies judiciaires des différents départements. Donc des différents degrés de susceptibilité ou de paranoïa ou autres critères des différentes polices judiciaires des différents départements. Il y a donc une évidente approximation dans la manière de diffuser l'information et la connaissance, aussi bien donc dans la représentation géographique et donc dans l'usage des cartes, qui est un usage fondamentalement trompeur s'il n'est pas proportionné, et dans l'usage des données qui sont hétérogènes et dans la mise ensemble de données hétérogènes, ou dans la non prise en compte du fait que ces données sont hétérogènes. Et ces deux éléments vont se répéter et vont s'expliquer plus tard. Si on veut utiliser une carte pour représenter des proportions, on est obligé de préalablement modifier ces chiffres en rapport à la population des différents points ou des différents espaces représentés sur la carte. C'est élémentaire dans toutes les sciences humaines, en géographie et donc, j'imagine, aussi en sociologie. Un bon exemple est d'observer sur cette carte l'exemple qu'il donne entre Marseille, Nice et Strasbourg. Nice et Strasbourg étant 3 fois moins peuplées que Marseille, elles sont représentées par des cercles de taille équivalente. Or, il insiste bien sur le fait qu'il y a beaucoup plus, en proportion, de soupçonnés djihadistes ou terroristes à Nice et à Strasbourg. Et donc, une carte correctement faite, c'est-à-dire de manière professionnelle et pas amatrice, de manière moins cavalière, aurait dû représenter Marseille avec un cercle 3 fois moins important que celui de Nice et de Strasbourg. Et puis vous avez un certain nombre de départements qui sont sans ancrage djihadiste. Et inversement, vous avez des micro-implantations locales qui interrogent. Que ce soit des villes comme Le Mans, que ce soit des villes comme Orléans, des zones comme le Loiret par exemple, ou l'Ardèche, qui sont à première vue pas des zones qu'on peut penser qu'elles sont touchées massivement par un phénomène djihadiste et qui pourtant voient des zones d'implantation importantes, ce qui montre qu'il y a des phénomènes de micro-implantation, d'enclaves territoriales. Ici, on peut penser que c'est un peu spécieux de s'attarder sur cet élément, puisque le propos semble être de vouloir battre en brèche les idées reçues. Mais on pose un problème en sociologie, et on peut penser encore plus. Dans toutes les sciences humaines, mais en sociologie aussi, on suppose. Donc je vous relis la phrase. Des villes comme Orléans, des zones comme le Loiret par exemple, ou l'Ardèche, qui sont à première vue pas des zones dont on peut penser qu'elles sont touchées massivement par un phénomène djihadiste. Mais pourquoi pas? Mais qui est on? Quels sont les critères de cette présomption, de cette hypothèse attestée ou non? Elle n'est pas donnée. Et il semble que le critère de cette hypothèse, c'est simplement la proportion d'immigrants nord-africains, qui est exprimée par moments de manière plus explicite. Et du coup, c'est l'hypothèse d'un préjugé raciste, bien applicable dans le cas de Strasbourg, où on a une proportion d'immigrants de culture musulmane très importante, mais qui est turque, et où il spécifie précisément dans le cas de Strasbourg qu'il y a peu de maghrébins en comparaison de Marseille. Donc, son hypothèse, c'est un préjugé sur la propension des maghrébins et des Français d'origine maghrébine à être terroristes et djihadistes. Et cette hypothèse, ce préjugé métropolitain, il n'est simplement pas exposé comme une hypothèse attestée. Ce qui n'est pas propre au djihadisme, l'engagement radical est une affaire de jeunes, est une affaire aussi de disponibilité biographique, est une affaire d'engagement physique, d'engagement un petit peu total, d'interrogation aussi plus générale sur la vie qui est peut-être propre à des gens jeunes, mais moi qui ai beaucoup travaillé sur d'autres engagements, comme l'engagement basque par exemple au sein de la mouvance de l'ETA,
on voit que là, on a des engagements plus âgés, avec une moyenne d'âge beaucoup plus âgée, qui tient vraisemblablement à la force des structures militaires d'encadrement. Une organisation comme l'ETA est une véritable organisation militarisée qui prenait soin de ses militants, qui les encadrait, qui les protégeait. La durée de vie d'un État, c'était 7 ans et demi. La durée de vie d'un djihadiste, à partir du moment où il s'engage, elle est beaucoup plus faible. Précisément parce que l'État islamique n'est pas une structure militaire organisée sur le territoire français, et ça explique aussi peut-être ce plus jeune âge. Très brièvement ici, la phrase évidente centrale, c'est, je cite, l'État islamique, Daesh, l'EI, n'est pas une structure militaire organisée sur le territoire français. Alors en fait, ça remet complètement en question la pertinence et la validité de ce type d'études, notamment venant de gens qui prétendent parler du haut de leur expertise en traitement social, politique, d'organisations terroristes organisées militairement sur le territoire français. Et donc en fait, peut-être si on n'est pas en train de traiter d'un phénomène de lutte armée intérieure, peut-être qu'on parle d'un engagement idéologique qui en fait ne concerne pas le territoire français et que donc on traite d'un phénomène qui n'a strictement rien à voir avec les mouvements terroristes militaires armés sur le territoire français. Et que le biais idéologique est sous-jacent, est explicite dans cette simple phrase. Si on s'intéresse aux origines socio-économiques de la famille des djihadistes, alors là, il y a une caractéristique qui est très forte, qui tranche véritablement avec ce que l'on retrouve ailleurs, dans le cas de la mouvance kurde, de la mouvance irlandaise, nord-irlandaise, basque ou corse. On a affaire à des familles issues tout de même de la pauvreté, pour ne pas dire de la grande pauvreté. Vous le voyez, 32% des gens qui ont des ressources très limitées. Donc, ce qui est évidemment une caractéristique forte, surtout au regard du taux de pauvreté moyen dans le pays, ce qui peut aussi évidemment expliquer l'attractivité du projet califal, qui repose aussi sur un projet de réalisation de soi, d'enrichissement des individus, ce qui n'est peut-être pas sans lien. Cette avalanche de chiffres sur la pauvreté des suspects de radicalisation djihadiste ou de condamnés pour terrorisme djihadiste n'est malheureusement pas significative, inutilisable, parce que prise isolément et sans avoir été rapportée à nouveau à des ensembles proportionnés. Donc il faudrait d'abord rapporter ces chiffres au taux de pauvreté dans la population générale. Est-ce que les djihadistes sont plus pauvres ou moins pauvres que la population générale? Il nous dit que oui, mais il ne nous informe pas de cette proportion et du rapport entre celles-ci. Il nous dit simplement « c'est des pauvres », ce qui n'est pas une information qu'en sciences humaines et sociales, on donne de cette manière. Mais ensuite, il ne le rapporte pas, par hasard, à la population carcérale générale. Peut-être observerait-il qu'ils correspondent au niveau de revenus et de conditions socio-économiques de l'ensemble de la population carcérale, ce qui rendrait donc sa statistique relativement inutile. Enfin, il le compare aux autres mouvements terroristes, mais il ne donne pas ces chiffres, et il semble qu'il ne les ait pas produits. Donc en fait, il ne compare pas réellement le taux de pauvreté dans les différents groupes de condamnés ou de suspects de radicalisation terroriste des différents groupes armés. Par contre, une caractéristique forte, c'est l'importance des fratries, alors qu'on retrouve dans beaucoup d'engagements armés, mais peut-être pas à ce niveau-là. Je pense en particulier au mouvement kurde, au mouvement kosovar, y compris d'ailleurs à la mouvance ETA que je connais bien, où vous avez eu des engagements qui s'opèrent par fratrie. Mais ici, les fratries sont évidemment très importantes, puisque vous le voyez, vous avez 22 et 6, 28% de notre corpus qui a plus de 6 frères ou sœurs. Quand je parle de fratrie, c'est frères et sœurs. Donc c'est évidemment un nombre tout à fait important. Alors je ne sais pas automatiquement quelle conclusion en tirer, mais on le sait, on s'est engagé, les frères Mera, les frères Klein, etc. Vous avez des fratries qui sont évidemment très connues, d'autres peut-être beaucoup moins médiatiques, mais c'est aussi une question d'engagement, d'un entre-soi, d'un encouragement dans la violence qui s'opère aussi via des repères connus, et les repères familiaux sont évidemment les plus encadrants. Alors il nous donne un chiffre de 28% de son groupe d'échantillons, des djihadistes, des terroristes, peu importe son imprécision, 28% auraient une fratrie de 6 ou plus frères et sœurs. Mais à nouveau, pris isolément, ce chiffre ne donne rien. Il ne nous dit pas son rapport
avec la proportion de fratries de 6 ou plus frères et sœurs dans la population générale. Ce chiffre doit être donné, sans quoi il est non significatif. Et puis, à nouveau, il ne nous donne pas ce chiffre en proportion de population de même niveau de pauvreté socio-économique. Ce qui, par hypothèse, l'un pourrait expliquer l'autre. En outre, et par conséquent, on ne sait pas ce qu'il en est des 72 autres pourcentiles. Est-ce qu'ils rejoignent ou tentent à rejoindre la population générale, ce qui imposerait donc de faire des sous-groupes, avec un sous-groupe de djihadistes radicalisés ou de terroristes condamnés, avec une grande fratrie, et d'autres sous-groupes qui correspondent à la population générale. Donc s'ils rejoignent la population générale, il faut faire des sous-groupes. Et s'ils ne rejoignent pas la population générale, il faut constater que cette disproportion se maintient également donc dans les autres pourcentiles. Donc globalement, on a, et là il faut proposer une moyenne de la fratrie, une moyenne de fratrie. S'il ne propose pas cette moyenne de fratrie, c'est peut-être que justement les 72 autres pourcentiles correspondent à la population générale. Mais on n'en sait rien. Ça ne donne donc aucune information. Et le dernier point, enfin, et celui qui est sans doute beaucoup plus grave, c'est parce qu'il propose un rapport entre le fait d'avoir une grande fratrie et le fait que l'ensemble de cette fratrie s'engage dans le djihadisme. Parce qu'il en parle, il en disserte, puisqu'il compare avec les autres groupes armés, en nous parlant de l'importance du recrutement dans les fratries. Et ensuite, il continue sur les cas particuliers des familles Mera et Kouachi, en sous-entendant qu'il en existe d'autres moins connus. Et du coup, il déduit d'un recrutement intrafraternel d'une donnée qui n'a rien à voir, qui donne simplement le fait que ces gens ont grandi dans des grandes fratries. En tout cas, 28% d'entre eux, puisque pour les 72 autres pourcents, nous ne savons rien. Et nous ne savons pas si c'est significatif par rapport à la population générale ou par rapport à la population de même niveau socio-économique. Nous ne savons rien, ces données ne disent rien. En revanche, il se permet de disserter sur le recrutement intrafamilial en l'absence de toute donnée. Alors ça renvoie évidemment au nombre d'enfants, c'est aussi quelque chose d'important parce que très souvent, en tout cas c'est le cas dans les autres engagements armés, le fait d'avoir des enfants freine les engagements armés. À un moment donné, on a des enfants, on se sent responsable de ces enfants, évidemment l'engagement armé est peut-être beaucoup plus compliqué. Là, c'est pas du tout le cas. Alors bien sûr, vous avez une majorité de gens qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants, ce qui s'explique par leur jeune âge, mais vous avez quand même beaucoup de gens, plus de 43% des gens qui ont des enfants et même parfois beaucoup d'enfants. Et lorsque l'on croise, et ça ne les empêche pas évidemment de s'engager, et lorsque l'on croise la variable nombre d'enfants avec la variable départ sur zone, et bien là on s'aperçoit que 40% des individus sans enfants se sont rendus sur zone de combat contre 60% des individus avec enfants. Ce qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que là on voit clairement que le fait d'avoir des enfants ne freine pas dans l'engagement le plus radical qui soit, c'est-à-dire l'engagement militarisé. Au contraire, hein, comme si finalement les enfants faisaient partie du projet califal et on s'engageait pleinement avec eux dans ce projet militarisé. Alors ici, en soi, la statistique est intéressante. En revanche, ce qui pose problème, c'est l'absence de comparaison avec ce que normalement la science politique et les sciences humaines et l'anthropologie nous conduiraient naturellement à prendre en compte. Puisque le fait de recruter des parents soudés, mariés ou visant à les remarier, de les installer en famille soudée avec leurs enfants, est au cœur de la politique de recrutement de l'État islamique. Il n'y a rien de surprenant ici, c'est au cœur même de sa propagande, au-delà de sa politique de recrutement, de sa propagande. L'idée d'engager, de privilégier des familles stables avec enfants, ça vise à ancrer les combattants dans le nouvel État, ça vise à s'assurer de l'idéologie des femmes de combattants, et ça vise, et c'est au cœur de la propagande de l'État islamique dans toutes les années 2012, 13 à 2017, la formation de la prochaine génération, les enfants. Donc, ici, c'est comme si on redécouvre un peu l'eau chaude. Je vais un peu plus vite, donc sur la stabilité professionnelle, c'est un peu la même chose que la famille, on a affaire à des gens qui sont massivement, relativement instables d'un point de vue professionnel. Il nous dit que l'instabilité professionnelle, c'est la même chose que l'instabilité familiale. Or, il vient d'expliquer, quelques minutes plus tôt, qu'au contraire et contrairement aux préjugés, la majorité des djihadistes ou des candidats au djihadisme ou des condamnés pour terrorisme vivaient dans le cadre de familles stables. Donc est-ce que ce ne serait pas le préjugé qui prend le dessus ici, c'est-à-dire
ce carcan, ce crible de pensée, on est face en fait à un phénomène de lumpenprolétariat, alors même que les données étudiées dans le cadre au moins de la famille montrent qu'on est face à des gens qui ont des familles stables, ce qui correspond d'ailleurs avec ce qu'on disait sur les enfants et le fait qu'ils viennent de fratries nombreuses. Donc cette statistique ne dit rien d'autre à nouveau, hein, l'instabilité professionnelle ne dit absolument rien d'autre, a priori, sans autre élément de comparaison, que de dire que nous sommes face à des populations de niveau socio-professionnel très bas. En revanche, au sein de cette population de niveau socio-professionnel très bas, on est face à des familles relativement stables. Donc c'est contraire, il vient de dire le contraire de ce qu'il était censé nous expliquer. En ce qui concerne la scolarité des acteurs, de la même façon qu'on a un monde issu de la pauvreté, on a un monde issu de la sous-éducation, hein, ce qui est assez clair, puisque vous avez 50% des individus qui n'ont pas le bac, qu'à 27% qui ont juste le niveau bac. En fait, on aurait dû détailler, on fait toujours des erreurs hein, quand on fait du travail statistique, mais le problème c'est qu'on s'en aperçoit trop tard, on aurait dû détailler ce qu'on entend par en dessous le bac, parce que vous avez celui qui est arrivé quasiment en terminale, et puis vous avez celui qui a décroché dès la fin du primaire. Donc, en ce qui concerne le niveau de scolarité, ou le niveau de diplôme, le niveau d'études, le sociologue admet une erreur, identifie son erreur uniquement dans la granulosité des populations qui n'ont pas le bac. Bon, pourquoi pas, il a raison. En revanche, il ne nous donne pas la proportion de diplômés non diplômés comparable dans la population générale, pour une même moyenne d'âge évidemment. À ce propos, il serait intéressant de savoir si cette variable est différente en fonction des groupes d'âge précisément, et aussi, incidemment, des groupes socio-économiques. Car en effet, à ce niveau, une telle statistique ne semble significative par hypothèse que du niveau socio-économique du groupe étudié. Alors évidemment, ça peut renvoyer à une sorte de perméabilité des logiques un peu simplistes d'explication du monde social qui peuvent passer par des discours religieux auxquels on adhère relativement facilement parce que précisément on n'a pas l'esprit critique nécessaire pour le mettre à distance. Et ça peut passer également, moi ce qui m'avait frappé quand j'avais fait des entretiens avec des salafo-djihadistes, c'est-à-dire leur espèce d'obsession pour le savoir scientifique. D'ailleurs, il m'avait reçu en grande partie, il me disait, j'avais beau être un couffard d'une certaine façon, j'étais avant tout un professeur d'université, donc un savant, donc un sachant, on va dire. Alors certes, on n'a pas la même conception, eux et moi, de ce qu'est la science, mais en tout cas, il y avait un respect pour le sachant. Bon, et il me semble que cette obsession scientiste contre l'ignorance qui est fondamentale dans le monde djihadiste, elle peut s'expliquer, elle peut expliquer cette attractivité de gens qui sont très peu diplômés pour l'accès à un savoir. En ce qui concerne le terme koufar qu'il utilise, on se demande pourquoi il l'emploie pour se désigner lui-même au singulier. C'est évidemment en arabe le pluriel du terme kafir, donc il ne s'emploie qu'au pluriel. On se demande donc avec combien de musulmans radicalisés l'honnête chercheur s'est-il vraiment entretenu? A-t-il vraiment rencontré en personne des musulmans radicalisés? Au-delà même de cette interrogation quant à la pertinence de ce type d'études lorsqu'on ne connaît rien de la culture de départ de ceux dont, pourtant, on suppose par hypothèse non explicite qu'ils sont les viviers du djihadisme, c'est-à-dire les maghrébins musulmans, on s'interroge quand même sur la réalité de ces rencontres avec des musulmans. Pas même avec des djihadistes, mais évidemment, a fortiori, avec une population soi-disant salafo-djihadiste, soi-disant questionnée. En ce qui concerne le scientisme du djihadisme, et donc de l'idéologie salafiste, c'est un peu le même problème que quand on nous parle du recrutement des familles et de l'incitation à faire venir des enfants, à en faire. Ou dans le cas évidemment de koufar au singulier. On se demande vraiment si cet éminent chercheur s'est seulement un tant soit peu renseigné sur l'idéologie salafiste. Cette idéologie est vieille, excusez du peu, de 2 siècles et demi. Et il se trouve que le salafisme, depuis son origine et dans toutes ses variantes, est un mouvement moderniste, rationaliste, rationalisant, qui est fondé sur l'idée de la diffusion de la science à tous les musulmans, et qui lutte pour éradiquer toutes les superstitions et tous les maraboutismes des confréries, des zaouïas, etc. Peut-être serait-il utile, voire nécessaire, de maîtriser un tant soit peu la matrice idéologique des djihadistes salafistes, lorsqu'on prétend les recenser et surtout les interroger. C'est un peu ce que
Georges Lavaux avait expliqué, quand il avait travaillé sur le Parti communiste français dans les années 50, le Parti communiste français attirait énormément des militants parce que c'était aussi une des rares organisations qui faisait du savoir, qui produisait une véritable université pour des gens qui étaient souvent sous-diplômés. Bon, je ne sais pas si le parallèle ferait beaucoup plaisir aux communistes. Enfin, La boutade sur la formation universitaire éducative à l'intérieur du Parti communiste et son rapport avec l'idéal scientifique savant du salafisme présent évidemment chez les djihadistes. Évidemment, je ne sais pas si les communistes y verront du mal à être associés, mais est-ce que le point commun n'est pas que tous deux luttaient contre l'hégémonie de l'impérialisme occidental et que du coup, ils construisaient une contre-culture? Bien sûr, tous deux se fondaient sur des cris idéologiques et des paradigmes complètement différents. Du coup, ce parallèle, il me semble qu'il fait surtout plaisir aux représentants de la classe dominante de la culture occidentale. Trouver des similitudes chez ceux qui s'opposent radicalement à eux, pour les réduire en une seule hostilité, aussi différents soient leur matrice idéologique et leur méthodologie, revient peut-être simplement à les mettre dans la catégorie de ceux qui les menacent, qui leur font peur. Par conséquent, cette courte boutade me semble constituer un aveu idéologique assez significatif du propos. sur les faiblesses psychiatriques. C'est intéressant parce que, je vous l'ai dit, dans ces rapports, la place des psys est véritablement centrale, dans le sens un peu trop central. C'est-à-dire que très souvent, quand c'est les salafos djihadistes, on dit c'est des fous. Moi, j'ai assisté à tous les procès de 1995, les gros procès ETA en 1995, il n'y avait pas de psy. Il n'y avait pas de psy dans les procès terror. On ne cherchait pas à savoir si les États ils étaient fous ou pas fous. Alors que les djihadistes, oui, on cherche à essayer de comprendre pourquoi, s'ils sont fous ou pas. Les troubles psychiatriques sont très faibles. Vous avez 8% de gens qui ont des troubles psychiatriques avérés. En revanche, ce qu'il nous dit sur la psychiatrisation des comportements et de la criminalité djihadiste ou terroriste est intéressant. Elle suggère que l'institution judiciaire semble trouver sans mal la rationalité des gens qui tuent par irrédentisme ethnique européen, les Kosovars, les Basques, les Corses. Mais elle ne parvient pas du tout à discerner cette même rationalité chez ceux qui tuent par irrédentisme confessionnel islamique. Et ça pose évidemment des questions sur l'idéologie sous-jacente et le rapport aux communautés ethno-raciales, ethno-culturelles, asymétriques, et donc à un historique colonial et postcolonial. Cela dit, il faut rappeler que cette psychiatrisation est aussi le produit des démarches des avocats de la défense. En fait, elle se fonde sur une certaine tendance à psychiatriser systématiquement le terrorisme d'extrême droite. Et donc la défense, logiquement, cherche à obtenir un tant soit peu d'équité avec leurs propres clients. 60% de l'échantillon qui n'a jamais expérimenté la réalité guerrière. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser les moments de l'incarcération avec cette réalité. Donc là, c'est un petit travail stat qui nous a bien amusé. On se rend compte que, vous voyez, c'est ce que je mets, il y a une confirmation croissante de ce détachement entre l'expérience guerrière et l'engagement djihadiste, puisque si 81% de notre échantillon a connu l'incarcération après les attentats de novembre 2015, seuls 25% d'entre eux ont été sur zone de guerre. À l'inverse, alors que notre échantillon compte 16% d'individus incarcérés avant novembre 2015, la première fois c'était après, les 3/4 de ce pourcentage ont fréquenté une zone de conflit. Donc on voit que plus la période évolue, moins les individus ont ont expérimenté une zone de guerre et sont détachés de la réalité guerrière avec une sorte d'engagement djihadiste à distance. Alors ici, Xavier Crétier semble très très content de sa statistique. Il nous explique que 80% des gens qui ont été incarcérés après donc 2015, seulement 25% étaient sur zone de guerre, et que sur les 16% incarcérés avant 2015, 75% étaient en zone de guerre. En fait, il ignore simplement le fait que justement, il confond des groupes qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas d'engagés de le djihadisme de manière absolue. D'abord, rappelons qu'on parle de 3 groupes de personnes hétérogènes. Il y a des libres soupçonnés, il y a des soupçonnés parmi les droits communs, et il y a des condamnés pour terrorisme. Mais au-delà de ça, on parle bien d'un groupe qui est très majoritairement défini par son incarcération. On se doute bien que ce qui concerne la population avant 2015-2016, on arrêtait beaucoup moins de gens, puisqu'on n'avait pas pris conscience ou ressenti le danger intérieur du djihadisme. Et que donc on n'arrêtait que des cas mécaniquement beaucoup plus graves, des gens plus engagés, plus armés, qui donc avaient lutté, avaient combattu dans le djihadisme.
des cas explicitement dangereux. Pas des populations qu'on soupçonne d'accointance idéologique. Par ailleurs, si l'enquête se poursuit jusqu'en 2021, ceux qui avaient été incarcérés avant 2015 et qui sont toujours enquêtés dans les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ben, ils ont des peines évidemment plus longues. Ils ont commis des infractions criminelles beaucoup plus graves. En ce qui concerne donc les populations qui sont prises en compte depuis 2015-2016, et ben là, elles sont bien évidemment beaucoup plus largement suspectées, soupçonnées, écoutées, et donc on va bien au-delà des individus jugés dangereux auparavant. Or, en même temps, il est beaucoup plus difficile, voire impossible, de partir sur zone, comme il le dit lui-même. Et qu'enfin, les retours de combattants qui ne peuvent pas partir et ceux qui étaient déjà là sur place sont beaucoup plus rares, puisque l'État islamique est vaincu et qu'en plus les prisonniers sont coincés sur place. Donc on les retrouvera évidemment pas parmi le groupe très important de populations qui sont soupçonnées sans être incarcérées ou soupçonnées en étant incarcérées pour une autre cause. Donc cette statistique indique simplement qu'avant 2015, on arrêtait des gens dangereux qui avaient fait la guerre et qu'après 2015, on arrête tous les autres et certainement pas ceux qui reviennent d'une zone dont ils ne peuvent pas revenir, puisqu'ils ne peuvent pas y aller et pas en revenir, en somme. Donc la différence des deux ensembles tient purement à des facteurs extérieurs, c'est simplement la chronologie. Et il n'y a pas de distinction de nature entre le profil de gens ayant expérimenté la guerre ou ne l'ayant pas expérimenté. Sur les cadres de pensée, sur les éléments de pensée, là on s'appuie beaucoup sur les éléments des médiateurs du fait religieux, c'est intéressant aussi. On se rend compte que les connaissances religieuses de cette population en prison sont assez faibles, hein, en fait, puisqu'on a 54% de l'échantillon qui ont des connaissances faibles, voire très faibles. Hein, véritablement très faibles. Donc vous avez, voilà, et c'est la même chose en ce qui concerne la culture géopolitique. De cet échantillon, 57% de l'échantillon a une culture géopolitique très faible, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à peine capables de vous situer la Syrie sur une carte ou d'expliquer quels sont finalement les rapports de force dans la zone du Levant. Bon, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, évidemment c'est toujours le même biais, on ne sait pas quel est le rapport par rapport à la population générale qu'on aimerait savoir. Or, on a un petit indice, tous les profs d'histoire géo savent bien que dans la population générale, on a très peu de gens qui sont capables, on aimerait bien avoir un chiffre pour comparer, mais on a très peu de gens qui sont capables de situer la Syrie sur une carte, et même sans être obsédé par les conflits moyen-orientaux, on pourrait demander à situer les Pays-Bas ou le Portugal sur une carte, on aurait sans doute des résultats assez lamentables et comparables. Mais à nouveau, on ne peut pas le savoir puisque ces chiffres et ces comparaisons ne sont pas faites. Donc, on voit que le lien entre radicalisation cognitive et radicalisation comportementale, c'est-à-dire radicalisation violente, n'est pas évidemment automatique, loin de là. Pour conclure, on a distingué en fait 7 profils de djihadistes. Vous les voyez, on a appelé. Alors, il y a 3 profils dominants qui sont le prosélyte, le désaffilié. Il y a marqué en quête de sens. C'est ce qu'on a appelé en fait le désaffilié et l'escapiste. Ce sont les 3 profils dominants. Le prosélyte, c'est celui qui finalement a une culture religieuse relativement forte, qui est souvent marié, qui est souvent en couple, qui est souvent extrêmement convaincu par son discours, qui a souvent expérimenté aussi les zones de guerre, etc. C'est évidemment le profil le plus dangereux. Le désaffilié, c'est celui que l'on retrouve chez les individus qui ont les plus grosses fragilités psychologiques, qui cherchent un sens à leur vie d'une certaine façon, qui sont un peu paumés à tous les niveaux, d'ailleurs, socialement, économiquement, culturellement, etc. Et puis l'escapiste, c'est celui qui cherche à sortir de lui-même, à s'échapper de sa propre enveloppe corporelle pour devenir un autre que soi, hein, un grand guerrier, etc., qu'on retrouve ce que Fethi Bensama avait appelé d'une certaine façon le surmusulman, qui cherche un petit peu à s'inventer une aura guerrière, qui est souvent celui qui se socialise sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui regarde énormément Internet et des vidéos djihadistes, etc. Et puis vous avez 3 autres profils plus minoritaires, le délinquant, le viriliste et l'indigné. Le délinquant, c'est en fait le profil Koulibaly, hein, c'est le délinquant qui se rachète une vertu dans le djihadisme. Le viriliste, c'est un peu comme l'escapiste, mais avec une dimension de prédation sexuelle très prononcée. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un, soit qui a un problème avec le sexe,
hein, soit qui voient dans le djihadisme la possibilité aussi d'une forme de prédation sexuelle sur zone, ce qui existe. Un élément, mais j'en parle pas trop parce que je ne me sens pas armé pour l'interpréter, mais c'est quand même un élément intéressant qu'avait souligné Anne-Clémentine Larocque également, ou d'autres, c'est le rapport à la mer. Hein. On s'est rendu compte qu'on avait 31% de notre corpus qui avait un rapport qu'on pouvait qualifier de fusionnel avec la mer. Voilà. Et puis vous avez 12%, c'est le profil indigné, c'est-à-dire celui qui s'engage parce qu'il considère comme absolument insupportable ce qui arrive à l'Oumma sunnite, qu'il a vu énormément de vidéos des massacres de femmes par l'armée d'Assad ou de Hezbollah, et qui ne peut pas rester inactif et qui va s'engager. Alors sur le fond, on ne va pas rentrer dans le détail de ces 6 plus une 7e autre catégorie très détaillée, très jolie, sur un échantillon somme toute représentatif d'on ne sait pas quoi, et limité à 1500 personnes de 3 catégories assez différentes. On se demandera simplement si ce type de merveilleuse catégorie très chantante, est-ce qu'on en a développé de similaires quand on traitait des terroristes de l'ETA, du PKK, de l'Očeka kosovar, de tous les autres exemples qu'il a pu éventuellement donner ou suggérer? Ou est-ce qu'en fait on n'est pas simplement dans le biais de psychiatrisation du djihadisme qu'il a évoqué plus haut? C'est une question intéressante, parce que toutes ces catégories tendent en fait à délégitimer et à dérationnaliser, à irrationaliser les motivations politiques de ceux qui s'engagent dans un mouvement terroriste armé ou qui ont de la sympathie pour ce mouvement terroriste armé, puisque les 2 tiers de son échantillon sont dans cette catégorie. Et vraiment, l'EI a mis en place un projet particulièrement séduisant, parce qu'il y a eu d'autres expériences djihadistes, ou en tout cas d'autres expériences islamistes armées, qui n'ont pas du tout eu la même attractivité. Je pense évidemment aux GIA. Hein, les GIA en Algérie, alors qu'on a en France une immigration algérienne qui est quand même massive, les Algériens français qui sont partis se battre au GIA, ça se compte sur les doigts des 2 mains. Alors que vous avez eu des centaines et des centaines de Français qui sont partis se battre en Syrie, dans une terre où la plupart savaient à peine où elle se situait. Il faut que cette expérience de l'unité armée soit singulièrement attractive. Et qu'est-ce qui faisait de l'État islamique le fait que c'était singulièrement attractif? C'est que c'était un conflit sunnite-chiite, ce qu'on ne retrouvait pas du tout en Algérie. 2, qu'il y avait les réseaux sociaux et l'Internet, et donc il y avait des images, ce qui n'était pas le cas de la IS ou des GIA dans les années 90, où il n'y avait pas d'images. Et 3, que l'État islamique, c'était des winners, alors que les GIA, c'était des losers, pour le parler un peu vulgairement. C'est-à-dire que les GIA, tout le monde savait qu'ils allaient se faire écraser, en tout cas tous les Algériens de France savaient qu'ils allaient se faire écraser par l'armée algérienne. Alors pour conclure, et un petit peu pour s'intéresser à certains biais méthodologiques, on se demande ce que cette affirmation « tous les Algériens savaient » peut avoir de scientifique. Comment sait-on que tous les Algériens savaient? À quelle date? De quelle période parle-t-il? De quels Algériens parmi tous ces Algériens? Puisqu'on se doute bien qu'en fait, ce n'était pas tous les Algériens, puisqu'il devait bien y avoir qui pensait l'inverse. N'est-ce pas tout simplement un peu téléologique lorsque, prudemment, on se refuse à faire de la prospective? Est-ce qu'il ne serait pas aussi un tout petit peu sain et utile et raisonnable d'envisager que l'histoire ne se raconte pas en partant de son résultat? En conclusion, on passera évidemment sur l'incongruité dans le cadre d'un cycle de séminaires d'islamologie consacré à l'eschatologie, c'est-à-dire à l'attente de la fin du monde, sur une intervention qui concerne la sociologie des candidats au djihad ou des terroristes condamnés. Tout ce qu'on comprend de cette avalanche de statistiques très impressionnantes, c'est que les 3 groupes d'échantillons mélangés font ressortir une tendance générale de populations pauvres au niveau de leurs revenus, à des situations socio-professionnelles difficiles, degré d'engagement relatif, puisqu'hétérogène entre ces groupes, mais dans une proportion qui n'est jamais donnée, définie par une forme de stabilité familiale, contrairement à ce qu'il dit à un moment. Stabilité familiale au niveau de la fratrie, donc au niveau parental, au niveau du couple, au niveau des enfants. Et c'est vraiment en essayant de tirer de toutes ces informations, de toutes ces données, en non rapportées, non comparées, non mises en proportion, d'essayer d'en tirer quelques instructions pour nous.
des populations pauvres, mais parmi l'ensemble des populations pauvres, des populations dont la cellule familiale est relativement stable et structurée.